Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Céline Schrick. Salut Céline. Salut François. Alors, avant de te laisser le temps de te présenter, je vais juste te faire une petite introduction. Il y a quelques jours, j'ai vu un de tes posts LinkedIn où tu racontais que ça faisait plus de 450 jours que tu étais à la recherche d'une PME à reprendre. Et comme c'était un thème qu'on n'avait pas vraiment traité sur ce podcast, j'ai voulu t'interviewer pour comprendre quelle est la démarche et qu'est-ce qui amène quelqu'un comme toi à vouloir reprendre plus qu'entreprendre. Très bien. Ravi Voilà, d'en parler avec toi. et ben c'est super. Je te laisse te présenter, Céline. Tu Ouais, me très racontes bien. ton parcours. Alors donc moi j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants. J'habite en Normandie depuis maintenant 7 ans. Avant j'étais à Paris, mais j'ai suivi il y a 7 ans mon mari qui a repris une ferme familiale dans l'Eure. Donc maintenant je suis normande. J'ai plutôt un profil commercial. J'ai fait une école de commerce et un master entrepreneur. Et c'était dans le cadre de ce master que j'avais découvert la reprise d'entreprise parce que au cours du master, on voyait plein de stades différents d'une entreprise, que ce soit de la création, du redressement ou de la reprise. Et ça m'a tout de suite parlé parce que moi, j'ai plutôt un profil de développeur que de créateur. Et je me suis bien reconnue dans l'aventure de la reprise en tant qu'entrepreneur. Donc Tu l'as fait j'ai dans gardé quelle ça. école, ce master? Pardon? Tu l'as fait dans quelle école, ce master? J'ai fait HEC et le master HEC entrepreneur. D'accord. Super formation. Donc j'ai toujours gardé ça un petit peu dans un coin de ma tête. J'ai travaillé 12 ans à la fois dans des petites structures comme dans des grosses. En quittant l'école, en fait, j'avais fait un stage bras droit dans une association qui s'appelle l'Agence du don en nature, qui collecte des produits neufs invendus directement auprès des industriels pour les redistribuer en France aux gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'était une jeune association. Fait mon stage là-bas. Ils m'ont proposé de rester un peu plus longtemps. Donc j'ai fait un an au total là-bas. Et c'était très chouette. J'allais demander des shampoings à L'Oréal et des couches à Procter. Et ça marchait à peu près. Donc c'était une belle aventure. Ensuite, j'ai voulu aller dans le web. J'ai rejoint une filiale de Vivendi qui s'appelle Wengo à l'époque pour lancer une nouvelle activité qui était une plateforme de mise en relation entre des particuliers qui ont des besoins ponctuels d'aide, comme repeindre un mur ou faire un déménagement, et des auto-entrepreneurs qui peuvent proposer leurs services. Donc, Patrick Amiel, hein, c'est ça? pardon? C'est Patrick Amiel qui pilote Oui, Wingo. avec Patrick Amiel. Il était chez Wingo. Et donc on a bossé sur ce sujet et finalement, bon, pour des raisons stratégiques, ils ont décidé de pas lancer l'activité. Donc ils m'ont confié l'activité psychologie du site pendant quelques temps, mais ma raison d'être était plus forcément dans cette boîte. Donc j'ai regardé un petit peu à côté et à ce moment-là, on était en 2013 et le gouvernement de l'époque s'est positionné sur l'accompagnement de la filière de la silver economy, donc tout ce qui sont les enjeux liés au vieillissement. Et moi, j'ai toujours été sensible à cette problématique, donc je suis allée au salon des seniors et j'ai rencontré une association qui s'appelle Silver Valley, qui avait tout juste un an et pour laquelle j'ai travaillé 4 ans en tant que responsable du développement. Et Silver Valley, c'est un cluster d'innovation dans la silver economy. Donc c'est un peu comme un pôle de compétitivité. Il n'y a pas le côté financement qu'on peut trouver dans un pôle, mais l'enjeu c'est d'accompagner des porteurs de projets, que ce soit des startups ou des grands comptes, dans toutes leurs problématiques d'innovation au service des seniors. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, c'était génial. J'avais beaucoup d'autonomie sur mon poste, un, un rôle très varié qui allait du conseil à la formation, à la création d'événements. On avait créé les Silver Awards, qui était un hackathon dédié pour le vieillissement, avec des retraités qu'on faisait venir et qui intervenaient au fur et à mesure de l'avancée des étudiants. Donc c'était rigolo. Et j'ai fait ça 4 ans, et puis j'ai quitté Silver Valley quand je suis partie en Normandie, donc en 2017. Et puis début 2018, j'ai été contactée par Europe Assistance pour les aider à définir leur stratégie sur le senior care en France, avec une feuille de route très ambitieuse. Et donc j'ai été recrutée pour développer cette feuille de route, qui passait notamment par de la croissance externe sur les services à la personne. Donc j'ai piloté l'identification et l'acquisition d'une société qui s'appelle ProSenior, qui est une société de service à la personne dédiée personnes âgées, personnes handicapées. Euh,
Et puis j'ai accompagné ProSenior dans son développement avec une casquette un peu, enfin d'actionnaire. J'étais pas dans l'opérationnel du quotidien. Deuxième casquette chez Europe Assistance, je m'occupais de l'activité de téléassistance, l'activité historique, donc téléassistance B2B avec une casquette commerciale et marketing. On a pas mal travaillé aussi sur des sujets de process opérationnel pour essayer d'optimiser le processus opérationnel. Et puis dernière casquette chez Europe, je m'occupais d'un projet d'innovation digitale qui visait à coordonner les différents intervenants et interlocuteurs autour d'une personne en situation de fragilité à domicile, donc l'auxiliaire de vie, l'infirmière, la famille, etc. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et si je continue, en fait, il y a 2 ans, j'ai fait un petit bilan. Je me suis dit, j'ai un job intéressant, je suis bien payée, j'ai pas mal de vacances, c'est très confortable. Et plus j'attends, plus ça sera difficile de renoncer à ce confort de salarié. J'avais toujours en tête ce projet de reprise. Et donc, j'ai décidé de négocier mon départ pour pouvoir me donner du temps pour essayer d'identifier une PME à reprendre. Et donc, depuis janvier 2023, je suis à temps plein sur ce projet de reprise d'entreprise. Et donc du coup, tu as un secteur particulier. Comment tu t'organises en fait pour, reprendre l'entreprise? Quelle est la démarche que tu as mis en place? Alors, moi, je suis plutôt une bonne élève. Alors, je suis très méthodique et j'applique les méthodes qu'on m'a enseignées. D'abord, avant de me lancer, j'avais discuté avec deux, trois personnes qui avaient repris des boîtes ou qui avaient essayé de reprendre une entreprise pour d'abord me demander est-ce qu'il faut que je sois disponible à temps plein ou pas. J'avais très peu de bande passante supplémentaire quand je travaillais chez Europe Assistance, donc j'ai décidé vraiment de quitter mon job salarié pour me lancer. J'ai commencé d'abord par trouver des conseils, un expert comptable, une avocate, pour m'accompagner dans le projet. J'ai fait aussi une formation au CRA, donc c'est une association qui s'appelle les cédants et repreneurs d'affaires, que tu connais très certainement. Formation en 3 semaines que j'ai beaucoup aimé. Je recommande aux futurs repreneurs de la faire et de la faire tôt dans leur process. Ça permet d'avoir les clés, identifier les différents interlocuteurs sur le marché et d'avoir un petit peu la méthodologie. La première année, je me suis beaucoup focalisée sur le réseau, parce que ça fait 7 ans que je suis en Normandie, mais je connaissais personne. Donc j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer du monde pour faire connaître mon projet. Et donc c'est passionnant parce qu'on n'a aucune casquette en tant que repreneur. On est ni un concurrent ni un client potentiel. Donc les gens nous ouvrent les portes assez facilement et ont plaisir à nous présenter leur activité. Donc ça Tu m'a permis justement, en termes de réseau, tu t'es adressé à quel type de structure pour te faire connaître et pour faire du réseau dans une région que tu commençais à connaître? alors j'ai été voir les institutionnels, notamment les CCI par exemple, avec la CCI de Rouen qui avait un club de repreneurs auquel j'avais participé et qui propose des services de qualité sur la reprise notamment. Et puis ensuite, c'est du réseau où j'allais voir soit des dirigeants d'entreprise, essentiellement, soit aussi des avocats, des banquiers, des experts comptables, un peu tous ceux qui peuvent graviter autour d'une problématique de reprise, avec la technique classique de à chaque rendez-vous, on demande 2, 3 contacts pour pouvoir continuer à rencontrer du monde. Et donc c'est comme ça que maintenant je pense que je connais pas mal de monde sur la région, surtout autour de Rouen essentiellement. Dans ma zone de recherche, je me suis vraiment focalisée sur ce secteur-là. Et puis ensuite, pour essayer de sourcer des dossiers, j'ai appliqué 4 méthodes essentielles. La première, c'est le réseau, donc rencontrer du monde, faire connaître mon projet et qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent me relayer d'éventuelles opportunités dont ils auraient connaissance. Le deuxième, c'est le marché ouvert, donc des sites comme Fusac, comme le CRA, Transentreprise, etc. Le troisième canal, c'est le marché intermédiaire. Donc, mon rôle consiste à me faire connaître par les intermédiaires qui peuvent avoir des mandats de cession. Et dernier axe, c'est la démarche directe. Donc, je recherche des bases de données, je regarde des entreprises en fonction de la zone géographique, du secteur d'activité, la taille de l'entreprise. Et puis ensuite, j'ai envoyé des courriers pour pouvoir contacter le dirigeant. Tu es allé voir, quel type d'intermédiaire justement?
Des cabinets M&A qui ont pignon sur rue et qui sont finalement pas si nombreux que ça. Et puis il y a des listes qui circulent entre les repreneurs. Il y a deux types. Il y a dans la reprise, il y a ceux qui sont conseils qui ont des mandats de cession et d'autres qui ont des mandats d'achat. Je m'étais posé la question aussi de faire appel à un conseil à l'achat pour m'accompagner dans mes démarches. Moi, j'avais identifié l'essentiel du besoin sur du sourcing de dossiers. Donc, c'était pour ça que je voulais faire appel aux acteurs qui ont des mandats d'achat. Et puis finalement, comme j'ai une zone géographique très restreinte, mon mari est agriculteur, donc je suis pas mobile. Finalement, je me suis pas convaincue que faire appel à un conseil repreneur m'aiderait à identifier plus de dossiers que si je le faisais moi-même. Donc, j'ai pas Est-ce qu'en région, et je suis basé en région aussi, les mandats d'achat sont pas plus gérés par des partenaires traditionnels comme le comptable ou l'avocat? Alors, c'est des bons interlocuteurs pour identifier les dossiers. On a plusieurs opportunités de reprise qui nous ont été transmises par un avocat ou par un expert comptable, plutôt des avocats d'ailleurs. Après, ils jouent le rôle d'intermédiaire, ils jouent le rôle de conseil dans un dossier. Ils n'ont pas le même rôle. En tout cas, j'en ai pas trouvé qui ont le même rôle que un cabinet qui va t'accompagner sur des problématiques de négociation, bien sûr, mais aussi sur des problématiques de levée de fonds, d'analyse de dossiers, etc. Est-ce que tu es parti avec un secteur particulier en tête ou tu t'es laissé libre cours ouverte à toute proposition qui pourrait arriver? Alors moi, je suis de nature plutôt curieuse. Alors moi, j'ai une expertise de près de 10 ans dans la silver economy, mais j'ai pas envie de continuer à travailler dans ce secteur-là. Je trouve que c'est un secteur passionnant en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, il est particulièrement difficile. Les modèles économiques sont complexes. Donc, je cherchais assez globalement service B2B et industrie, parce que je suis dans une zone quand même assez industrielle. J'ai rencontré beaucoup de dirigeants industriels. Alors j'ai conscience que j'ai aucune expérience industrielle, je suis pas ingénieure, donc je pars de zéro sur le sujet. En revanche, j'ai rencontré pas mal d'industriels et j'ai confirmé que j'aimais l'industrie, tout ce qui est création de produits, transformation de la matière, etc. Et puis surtout que j'ai une vraie valeur ajoutée en tant que profil commercial, parce que très souvent, j'ai vu des sociétés industrielles où il manquait cette fibre commerciale. Donc je pense que j'ai une vraie valeur ajoutée sur des projets industriels. En revanche, je me suis vite rendu compte que la jeune femme de 37 ans qui a aucune expérience dans l'industrie, elle est bien gentille, mais on va la rencontrer une fois et puis après ça suffit. Donc je manquais de crédibilité sur les projets industriels et c'est dans le cadre de mon réseautage où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tiens, si tu t'intéresses à l'industrie et à ces nouveaux modèles économiques, tu peux aller voir Mathieu Martin, qui lui a 20 ans d'expérience dans l'industrie et qui cherche à reprendre une société également. Donc j'ai rencontré Mathieu l'année dernière et effectivement on s'est rendu compte qu'on avait des profils complémentaires et une vision assez commune de l'entreprise qu'on imagine demain. Et donc, on a décidé de s'associer dans ce projet de reprise d'entreprise pour les projets industriels, ou en tout cas pour les projets techniques. Et donc, depuis juin 2023, on recherche à deux une société à reprendre, sans s'interdire de pouvoir trouver individuellement sur nos cadrages personnels. T'as anticipé ma prochaine question qui était de savoir si tu avais envisagé de t'associer pour reprendre une entreprise. Au début, j'étais très contre l'association. Euh, parce que parce que ça crée des contraintes en plus dans le type de projet qu'on recherche et parce que c'est un risque que ça se passe mal. Euh, tous les tous les conseils au CRA ou tous les gens avec qui j'ai discuté disaient attention, l'association c'est vraiment risqué et souvent ça marche pas bien. Donc j'ai beaucoup réfléchi et on s'est posé pas mal de questions avec Mathieu. On a mis quand même 2 mois à confirmer qu'on voulait travailler ensemble. On s'est posé les questions. On a appris à se connaître. Hein. Et ce que j'apprécie dans l'association avec Mathieu, c'est que c'était pas un ami, il fait pas partie de ma famille. On s'est rencontrés sur ce projet de reprise.
Et si ça se passe bien, tant mieux. Et si dans quelques années, on a retrouvé une boîte et puis ça se passe mal, bah tant pis. On est suffisamment intelligent, je pense, j'espère, pour trouver une solution si on s'entend plus. Mais au moins, j'aurais pas perdu un ami ou rompu les liens avec un cousin, quoi. Donc après, on a pris du temps à se connaître. Euh, Vous avez mis en place un petit rituel pour apprendre à vous connaître? non, non, on a juste passé quelques réunions ensemble en se posant des questions. J'ai rencontré sa compagne, il a rencontré mon mari. On s'est posé des questions sur à la fois la vision de l'entreprise, mais notre vision du monde, pour qui on vote, en quoi est-ce qu'on croit en Dieu, des questions qui permettent de se connaître. Et puis maintenant, ça fait 1 an qu'on cherche ensemble. Il y a des dossiers qu'on a creusés quand même en profondeur. Euh, et ça marche toujours, donc on est plutôt confiant. Je pense qu'il est important, parce que très souvent on se dit c'est important d'avoir un profil complémentaire, et c'est important. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est aussi d'avoir des méthodes de travail similaires. C'est-à-dire qu'avec Mathieu, on est tous les deux assez rigoureux et assez exigeants. Ce qui fait qu'on n'a pas la frustration de tiens, je lui ai demandé de faire ça, il l'a pas fait, ou il y en a un qui est en retard à un rendez-vous, ou on se retrouve aussi sur le mode de travail. Et ça, je pense que c'est important, parce que pour voir des personnes autour de moi qui s'associent avec des profils certes complémentaires, mais avec une rigueur au travail un peu différente, ça peut coincer parfois. Je comprends. Pourquoi les projets que vous avez étudiés jusqu'à aujourd'hui n'ont pas fonctionné? Est-ce qu'il y a des patterns que tu as retrouvés quand tu étudies 2 projets? Est-ce qu'il y a des patterns? Bon, il y en a un. Enfin, oui, oui, il y a quelques patterns. Il y a le problème du prix. Euh, En tant que repreneur, pour moi, le bon prix, c'est celui que je suis capable de financer. Donc c'est comme ça que j'analyse un dossier. Je me dis, bah voilà, quelle est la rentabilité aujourd'hui, quelle est celle que j'espère, et combien est-ce que je peux emprunter, et combien est-ce que je peux aller chercher comme financement en fonds propres pour pouvoir financer ce projet. Donc mon calcul du prix, de la valo, il est assez simple finalement. Le cédant, il a en tête un prix souvent. Alors soit il a été calculé et c'est un prix économique, soit c'est un prix qui s'est fixé dans sa tête et qui est compréhensible, hein, parce qu'il a ses propres contraintes, ses propres projets. Mais du coup, souvent ça coince, quoi. Ouais. Et c'est souvent un prêt affectif qui s'est fait en tête aussi? Ça dépend, parfois c'est affectif, parfois c'est justifié. Par exemple, j'ai un dossier en tête où nous on avait estimé une valorisation à 1,5 million, parce que la boîte dégageait de quoi financer 1,5 million. Et le cédant, lui, il en voulait 3 millions. Mais c'était cohérent parce que lui, il avait 50% de la société, il y avait des fonds avec lui et il avait encore 1,4 million d'obligations. Donc 1,5 million, il paye tout juste ses obligations et puis il part sans rien. Donc en fait, c'était trop tôt pour lui pour vendre la société. Donc parfois c'est un prix psychologique, parfois c'est un prix justifié par rapport à la situation financière du cédant. Euh, mais il y a pas un seul prix. Il n'y a jamais une seule valo, une vraie valo. La valo, c'est celle que moi je suis prête à payer en tant que repreneur et que le cédant en face, il est prêt à accepter. Donc dans les patterns, je pense qu'il y a celui de la valo, il y a celui du cédant qui est pas cédant. Et dans le cédant qui est pas cédant, je pense qu'il y a 2 profils. Il y a celui qui pense qu'il veut lever le pied, mais plus tu discutes, plus tu avances, plus il met des bâtons dans les roues. Et en fait, en tant que repreneur, tu te rends compte que tu perds un peu ton temps parce qu'il met toujours des contraintes supplémentaires. Donc je pense qu'il n'est pas cédant. Et puis il y a le deuxième cédant qui est pas cédant, c'est celui qui dit, et notamment dans la démarche directe, on leur dit, bah voilà, nous on a un projet de reprise d'entreprise, est-ce que vous acceptez d'échanger avec nous pour voir si vous envisagez de transmettre votre entreprise? Et donc ils nous disent, ah oui, pourquoi pas, c'est intéressant.
Mais ce cédant-là, il est très bien dans sa société. Il est juste d'accord pour nous rencontrer et pour voir quel prix on peut lui proposer. Et si on lui propose un prix très élevé, de toute façon, tout a un prix. Hein. Donc, il est cédant sous réserve qu'on lui propose une valo qui lui convient. Ouais, je me souviens d'un banquier privé, moi, qui m'avait dit: «Si la boîte n'a pas été cédée après 60 ans, c'est que le cédant n'est pas cédant». Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Après 60 ans, c'est tôt quand même, parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont plus de 60 ans et je pense qu'ils sont vraiment cédants. Euh, Après 70 ans, on voit des boîtes où les dirigeants ont plus de 70 ans. Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué parce que souvent, en plus, ils ont un peu levé le pied. Donc la société, elle tourne pas aussi bien qu'elle tournait il y a 10 ans. Euh, et c'est vrai qu'il y a au-delà d'un certain âge, c'est compliqué de discuter avec la personne parce qu'elle a du mal à lâcher son bébé. Et je pense pour un cédant, puisque ce podcast, j'imagine, s'adresse aux entrepreneurs et aux gens qui réfléchissent à céder, c'est hyper important d'anticiper sa transmission. Et puis surtout, c'est important de le faire au bon moment. Et le bon moment, c'est généralement quand la société est en très bonne santé financière. Enfin, c'est comme ça qu'ils en auront le meilleur prix. Euh, et pour le coup, j'en vois. Hein. On en voit des dossiers où le cédant a conscience, il peut être jeune, pas forcément partir à la retraite, mais il se dit tiens, ma boîte là, elle a 2, 3 exercices qui sont intéressants, c'est peut-être le moment de vendre. Donc, donc il y a ça. En revanche, il y a aussi un phénomène de celui qui se dit je vais céder la boîte, donc je vais un peu en tirer tout ce que je peux. Et donc qui a sorti beaucoup de trésors les années précédentes. Et ça, c'est peut-être parfois des dossiers un petit peu plus difficiles à acheter en face. Donc, il faut préparer sa reprise. Pourquoi? Parce qu'on voit que la société a été gérée avec un objectif court terme, que toute la trésor est sortie. Donc il faut le refinancer le BFR. Euh, et typiquement, j'ai un dossier en tête où le cédant en veut un prix qui est au-delà de celui que nous, on est en capacité de lui proposer. Mais en plus, il a sorti, tous les ans, il sort 1 ou 2 millions d'euros de trésorerie, mais il garde sa valo. Donc c'est pas possible. C'est pas possible de maintenir sa valo tout en tirant des dividendes au fur et à mesure des années. Est-ce que, sur les 54 dossiers que tu as étudiés, comme tu nous l'annonçais dans ton post, il y a des dossiers sur lesquels tu regrettes de ne pas être allé, plus en profondeur? Non, parce que je me suis posé plusieurs fois la question, j'ai revu les dossiers au fur et à mesure. Les 54 dossiers, quand je dis que j'étudie un dossier, c'est que j'ai lu au moins l'info-mémo complet. Je suis allée au-delà du teaser. Non, j'ai aucun regret. Et je prends mes décisions comme ça aussi. Hein. Il y a un dossier où j'ai mis beaucoup de temps à me positionner en me demandant est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je réponds à cette question en me disant est-ce que je vais regretter d'y aller ou regretter de ne pas y aller. Donc non, j'ai aucun regret. Et du coup, quand tu vas sur un dossier à fond, c'est un peu quoi la démarche? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu analyses? Quand je vais sur un dossier à fond, j'analyse le marché de l'entreprise, la typologie des clients, j'analyse bien sûr les derniers exercices comptables. J'essaye d'analyser le cédant. Et ce qui est important pour moi, alors c'est par exemple moins important pour d'autres, je pense, mais quand je mets un pied dans la société, même si c'est juste pour passer vite fait et aller au bureau du dirigeant, j'essaye de regarder est-ce que les gens ils sourient, euh, les gens que je croise, est-ce qu'ils ont l'air sympas, est-ce qu'ils ont l'air d'être heureux là où ils sont. Et Est-ce que tu parfois, aurais envie de t'as des travailler avec eux? pardon. Est-ce que tu aurais envie de travailler avec eux? C'est ça, est-ce que tu as envie de travailler avec eux, mais au-delà de ça, c'est est-ce que tu as l'impression qu'ils s'amusent et qu'ils se plaisent au travail. Et il y a vraiment des sociétés où tout le monde tire la tronche. Et puis d'autres où tu sens qu'il y a vraiment une atmosphère agréable et que les gens ont plaisir à aller travailler. Donc ça, pour moi, c'est aussi un facteur important à percevoir quand je regarde un dossier. Euh,
Donc quand je regarde un dossier, donc le marché, les finances, j'essaye de prendre un peu le pouls de l'identité humaine de la boîte et puis j'essaye très rapidement de me faire une idée de la valorisation que je suis en capacité de proposer. J'essaye de voir est-ce que le cédant a déjà une valorisation en tête ou est-ce qu'il est dans une fourchette sur laquelle je pourrais me positionner pour pas perdre trop de temps. Bon, il y a aussi il y a le premier critère, il est géographique pour moi d'abord, hein, d'ailleurs. C'est si la société a plus d'une heure et demie de chez moi, enfin plus d'une heure de chez moi, je regarde pas le dossier. Qu'on peut comprendre. Donc, T'as voilà. pas pensé à t'associer avec des fonds pour reprendre? Si, il y a des dossiers sur lesquels on a échangé avec des fonds. Moi, j'aimerais bien idéalement être majoritaire euh, pour, euh, pour être 100% libre des décisions que je prends. Après, selon les opportunités, je suis assez pragmatique. S'il y a une belle entreprise qui passe et que je suis pas en capacité d'être majoritaire, j'irai chercher des fonds. Donc c'est le cas d'un dossier là où on avait une valorisation élevée, on avait besoin de chercher des fonds. On a plutôt contacté des fonds minoritaires. L'idée étant, on préfère probablement avoir plusieurs fonds minos qui sont majos entre eux, mais qui restent minoritaires indépendamment. Et est-ce que tu as une méthode particulière pour pas perdre de temps dans l'étude des dossiers? Tu travailles plusieurs dossiers en parallèle, ça se passe comment? Alors oui, je travaille toujours plusieurs dossiers en parallèle. Comment ne pas perdre de temps? Je sais pas, j'ai pas la formule magique. Mais effectivement, j'essaye d'identifier rapidement est-ce que ce dossier vaut le coup d'y passer du temps ou pas. Euh, si le cédant en veut une valorisation qui vaut deux fois la mienne, ça sert à rien de continuer à échanger. Si le cédant, par exemple, j'ai en tête un dossier où le cédant, je pense qu'il est pas cédant, euh, mais c'est quand même une très belle boîte. Donc je me dis, je vais quand même lui faire une proposition avec une LOI sur laquelle je vais pas passer trop de temps, mais comme ça, il aura quand même sur sa table, s'il a d'autres LOI, il aura au moins la mienne à côté. Euh, mais c'est pas une LOI sur laquelle je vais passer trop de temps. Euh, donc c'est pas évident. C'est sûr qu'on perd du temps sur des dossiers. Pour moi, c'est toute la difficulté, c'est ce que je mettais dans mon poste, c'est de savoir comment est-ce que tu gères tes priorités entre faire du démarchage. J'ai passé beaucoup de temps à faire du démarchage, du réseautage, rencontrer des gens sans qu'il y ait derrière des opportunités de reprise. Est-ce que c'était une perte de temps? Je sais pas. Mais faut se poser la question. Ouais, est-ce que je continue à passer du temps dans les réseaux d'entrepreneurs du coin? Est-ce que je fais de la démarche directe? Est-ce que j'étudie ce dossier plus en profondeur? Est-ce que j'étudie le marché? J'ai pas la réponse. C'est pas simple. Est-ce que dans la discussion avec le cédant, tu considères qu'en tant que repreneur, on est en position de force ou plutôt en position d'infériorité? Ah, on est en position d'infériorité. Déjà, statistiquement, il y a un cédant pour 8 repreneurs. Donc la reprise d'entreprise, en gros, l'exercice consiste à se vendre auprès du cédant, essayer de le convaincre du bien fondé du projet et que c'est avec moi qu'il doit faire affaire et pas avec un autre. Euh, le rapport de force est clairement dans ce sens-là, sauf sur des dossiers, et j'en ai vu, où le cédant, il essaye de vendre sa société depuis plusieurs années et il n'y arrive pas. Mais c'est pas la majorité des dossiers. Et puis souvent, j'ai l'impression qu'il faut, enfin, si t'es le premier repreneur, tu pars avec des points en moins. C'est, je pense qu'il vaut mieux être le deuxième ou le troisième ou le quatrième à faire une offre parce que il y a les premiers repreneurs qui auront commencé à préparer le terrain, à expliquer au cédant que sa valorisation elle est pas raisonnable. Le cédant qui veut vendre sa boîte 10 millions et en fait tu penses qu'elle vaut 6. Bah, le premier qui propose 6, ça passe pas. Le deuxième qui propose 6, ça passe pas. Le troisième, le quatrième, au bout du cinquième, le cédant, il commence à se dire, bon, peut-être que ma boîte, elle vaut 6 et pas 10, quoi. Il faudrait presque que tu envoies Mathieu systématiquement avant toi pour repasser derrière, quoi. Ouais, mais ça passerait pas. Je pense ce qui est important, c'est quand même l'honnêteté, hein. Oui, Au départ et dans la relation avec le cédant,
dès le premier rendez-vous, on voit est-ce qu'on a envie de bosser avec lui, est-ce qu'on a envie d'échanger avec lui. Idem, il se pose la même question. Et c'est super important. Le contact humain avec le cédant, ça fait qu'on va continuer sur un dossier ou s'arrêter. Il y a des cédants qui t'ont proposé de rester un certain temps ou c'est des schémas, toi, que tu t'interdis? Oui, il y a des cédants qui ont proposé de rester. J'en ai un en tête, il a proposé de rester 1 ou 2 ans. Au départ, je me disais c'est vraiment pas l'idéal parce que notamment pour les équipes, c'est difficile d'avoir l'ancien dirigeant et le dirigeant et le nouveau en même temps pour adresser leurs questions et autres. Bon, en l'occurrence, sur le dossier en question, il y avait une problématique commerciale où le cédant assurait 100% de la force commerciale. Et donc, c'était pas plus mal qu'il puisse rester pour continuer à jouer ce rôle-là. J'ai pas les idées arrêtées sur la durée d'accompagnement. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle soit flexible. C'est-à-dire que quand il y en a l'un ou l'autre qui se dit en fait là, c'est contre-productif, que voilà, on s'arrête. On va pas se faire D'ailleurs, mal, continuer à bosser des mois ensemble. ouais, tu viens de parler de la force commerciale. Est-ce que tu trouves que les boîtes qui sont à reprendre sont bien structurées sur ce point-là? Bah, ça dépend de la cible et du cadrage que l'on a, hein. Moi, je regarde des sociétés où il y a entre, on va dire, 10 et 40 salariés. Ah, c'est sûr qu'à 40 salariés, généralement, c'est mieux structuré que quand on est 10. Et quand Heureusement. on est 10, de toute façon, le commercial, c'est le dirigeant. Donc tout dépend de la taille. Enfin, la taille peut être un facteur de meilleure organisation, entre guillemets, au sein de l'entreprise, mais pas toujours. Pas toujours, parce qu'on voit des dossiers où il y a 30 salariés, mais c'est le fameux organigramme râteau où il y a le cédant et puis tous les autres. Mais c'est des Est-ce dossiers intéressants parce qu'on se dit en réorganisant bien les rôles des uns et des autres, on peut aller chercher une nouvelle organisation qui donne une nouvelle dynamique dans la société. et est-ce que les équipes, sont prêtes à être reprises, souvent? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a, un trop fort intuitu personnel entre les équipes et leurs dirigeants? Bah, je ne sais pas parce que j'ai pas rencontré les équipes ou rarement. Très souvent, le dirigeant refuse qu'on rencontre les équipes tant que le processus n'est pas bien avancé, ce qui se comprend aussi. Euh, mais il y a des dossiers où le cédant est très transparent et on peut rencontrer très vite les hommes clés. Et ça c'est important. Non, sur l'intuitu personnel, il y a celui vis-à-vis des équipes, mais c'est pas celui qui est le plus problématique. C'est surtout celui vis-à-vis des clients qui fait qu'une boîte peut être reprise ou pas. Il y a des dossiers où on s'est dit mince, c'est Michel le cédant. Si c'est plus lui, les clients ils vont pas rester. Euh, et nous on peut pas remplacer Michel. Donc ça sert à rien d'étudier le dossier. Tu as étudié des reprises au tribunal de commerce? Ou c'est quelque chose qui t'intéresse pas comme approche? J'ai c'est l'éternelle question. On dit tiens, tu devrais regarder les sociétés en difficulté. Je pense que c'est les dossiers potentiellement avec le meilleur retour sur investissement, mais probablement les plus risqués. Je pense que c'est les sociétés en difficulté, c'est bien une fois que tu as déjà une entreprise. Et l'enjeu, c'est que pour moi, sur une entreprise en difficulté, soit tu connais très bien le marché, très bien le secteur et tu sais le jour 1 comment redresser la situation. Soit tu as les poches très profondes, tu peux financer le BFR et tu peux, parce que les boîtes en difficulté, elles coûtent pas cher à l'achat, mais après à l'exploitation, c'est là qu'on perd des plumes. Donc moi, j'ai ni l'expérience dans le secteur d'activité, enfin du secteur d'activité de la société que je reprendrai, parce que j'ai pas envie de reprendre dans la Silver Eco. Et j'ai mon apport, mais j'ai pas beaucoup plus que mon apport. Donc, donc j'ai pas les poches très profondes. Donc, je regarde pas les sociétés en difficulté. En tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel je vais faire de la chasse. En revanche, j'ai des dossiers qui me viennent. Et là, en l'occurrence, je suis en train d'étudier une société qui est en difficulté, alors qui est pas en RJ, mais qui gagne pas d'argent. Elle en perd pas, mais elle en gagne pas.
Donc, donc voilà, je me ferme pas la porte. C'est pas ce que je priorise, mais je ferme pas la porte. Est-ce que si tu enfin, s tu t'es dé est-ce que tu t'es déjà posé la question par rapport à des dossiers que tu as étudiés où, tu pas avancé en te disant: «Et si j'entreprenais moi sur ce marché-là?» Non. Non, mais je suis pas une créatrice. Tu Mon, arriverais pas? mon plan B, si jamais je me suis donné un milestone cet été en me disant si cet été j'ai pas un dossier très avancé, je commence à réfléchir au plan B, C, D. Et la création en fait partie. Mais j'ai tout à fait conscience que partir de zéro, c'est pas moi. Donc la création, si j'y vais, c'est bah, soit je m'adosse à un projet en création où ils ont besoin de mes compétences, soit je crée une activité à partir d'une activité déjà existante, notamment celle éventuellement de mon mari qui est sur une ferme. Et à partir d'une ferme, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais bon, on n'a pas envie de travailler ensemble, donc faut trouver le bon équilibre. Mais c'est vrai qu'il y a des dossiers. Alors moi, je cherche quand même une société où il y a idéalement plus de 10 salariés. Mais j'ai des amis repreneurs qui cherchent des sociétés plus petites, qui regardent donc des TPE. Et parfois, la TPE, on peut se poser la question, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à recréer l'activité de zéro? Souvent, la reprise, ça permet quand même de gagner 2-3 ans par rapport à la création. On Donc, achète ça du peut valoir temps, hein. le coup. On achète du temps et on achète de l'énergie. Il faut de l'énergie dans les deux cas, mais c'est pas la même énergie, ça demande pas les mêmes compétences. Donc, donc je trouve que ça peut être justifié de racheter une société qui est pas très grosse, qui est pas très ancienne, mais ça fait gagner du temps. Donc si je résume et si on a un dossier à te présenter en région normande et qui est à moins d'une heure de chez toi, tu l'étudies Ah et bah oui. donc du coup, si, des auditeurs veulent te contacter, ils peuvent te contacter comment? Sur LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus simple. LinkedIn, comme j'ai Ouais, fait, le plus simple? Bon, bah, super. exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a des points que tu veux aborder et que j'aurais, oublié de d'aborder? Euh, c'est une bonne question. Je me demande, puisque tu t'adresses plutôt à des cédants, les messages clés qu'il faut, je pense, passer en tant que moi repreneur, c'est c'est qu'il faut anticiper sa cession. Quand on s'engage dans un processus de cession, c'est pas mal d'être vraiment convaincu qu'on est cédant, parce que ça fait perdre du temps à des repreneurs. Sinon, et c'est pas sympa. Euh, Et si et sur le prix, il faut avoir conscience qu'en face de soi, un repreneur personne physique, quand il propose et qu'il calcule une valorisation, c'est par rapport à sa propre capacité à financer le projet. Se pose souvent, on n'a pas parlé aussi de la question, est-ce que je cède à une personne physique ou à une personne morale? Et ça, c'est une question importante pour les cédants. Bah, moi, je suis une personne physique, hein, donc je vais vous dire, idéalement, céder aux personnes physiques. Je pense que c'est pas le même enjeu. Clairement, si on cherche la valo, bah, une personne morale aura toujours les poches plus profondes qu'une personne physique. Sur la pérennité de l'entreprise, il y a des acquisitions, enfin des croissances externes qui se font par des grands groupes et qui vont complètement digérer la société et donc qui perd un peu son âme. Mais c'est pas toujours le cas. Mais en revanche, avec une personne physique, c'est dans notre essence même de nous dire, ben voilà, la société, elle a été créée, elle a une histoire, on va continuer à la développer et bâtir à partir de ça. Mais je pense que si la motivation du cédant, c'est vraiment qu'il y ait une pérennité dans le développement de son entreprise, c'est vers la personne physique qu'il a plus la certitude de pouvoir trouver ça. Je pense, je te rejoins. Moi, pour avoir cédé à une personne morale, tu cèdes pas pour la, pérennité de ton entreprise, tu cèdes pour la développer parce que tu atteins tes limites souvent. Là où effectivement, quand tu cèdes à une personne physique, tu cèdes pour, qu'elle reste dans son sillon de croissance, mais pas qu'elle fasse forcément un gain de croissance, important, du jour au lendemain.
Ouais, je sais pas, ça dépend du profil, hein. Il y a pas mal de sociétés, enfin, moi je suis impressionnée par tous les entrepreneurs que je vois qui ont commencé dans leur garage, qui ont développé des boîtes magnifiques et qui ont mis beaucoup de sueur. Mais c'est juste qu'à partir, enfin, au bout d'un moment, ils arrivent à un plateau qui est lié soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce que c'est une question de compétences, d'expertise. Et le repreneur, personne physique, peut apporter cette compétence ou ce réseau ou cette expertise supplémentaire qui fait que bah, la société, elle va faire x2 en 2 ans et elle va continuer à se développer. C'est quand je parle de pérennité, c'est plus, je pense, sur la question de la culture d'entreprise et de l'ADN de la société qui peut être maintenu dans le cadre d'une reprise par une personne physique. C'est beaucoup moins le cas quand c'est repris par une personne morale qui doit intégrer ces nouvelles entités et les mettre dans les process internes et y mettre toute l'identité du gros groupe, etc. Donc il y a des avantages aux deux, mais c'est pas la même logique, je pense, pour le cédant. Est-ce que ton expérience chez Europe Assistance sur justement du M&A et l'intégration d'une filiale dont tu nous as parlé en introduction t'a servi particulièrement dans ce projet? Alors oui, forcément, parce que ça permet de voir de A à Z une process de reprise. Pas du tout sur la partie financière parce que bah il y avait pas d'enjeu d'aller chercher des fonds chez les banques, etc. Euh, sur la question de l'intégration et justement de la question de la l'intégration dans un grand groupe, je pense que une des grosses difficultés de l'intégration dans un cadre corporate, c'est l'intégration des processus du grand groupe qui nécessairement doit être mise en place dans la PME. Et ça peut faire perdre beaucoup de temps pour le développement de la PME. Ça peut faire perdre du temps, mais effectivement, après, il y a toutes les synergies liées à la croissance externe qui peuvent apporter aussi du nouveau business. Mais typiquement, dans le cadre de l'acquisition qu'on a faite chez Europe Assistance, on a passé beaucoup de temps à batailler entre la maison mère et la fille pour dire non, 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 toutes les problématiques de compliance, de process opérationnels et autres, nous, on veut faire le tampon pour laisser à la fille la capacité de se développer et de rester sur un modèle assez innovant, assez réactif. Parce que quand on intègre les contraintes de compliance d'une grosse société d'assurance, c'est le rouleau compresseur, quoi. Je comprends. Donc voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que tu nous tiendras informés de l'avancement et que tu trouveras prochainement ton projet avancé. Et J'espère. puis, bah, je serais ravi de te suivre à ce moment-là. Super, bah merci beaucoup et bonne fin de Merci journée. pour, merci pour ton temps. À bientôt. Au revoir.